crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Quand un avion traverse une zone de turbulence, les passagers paniquent, mais le pilote, lui, généralement, regarde les instruments, pas les secousses. Le prix du Bitcoin, c'est la turbulence, ce que tout le monde regarde. Mais ce n'est pas là que se joue le vrai danger. Si on prend le contexte global du moment, on est à une époque assez particulière pour Bitcoin. Il est de plus en plus accepté par les institutions, des milliards de dollars arrivent via les ETF, de plus en plus d'entreprises commencent à traiter Bitcoin comme un actif sérieux. Donc logiquement, le marché devrait être calme, voire confiant. Et pourtant, le prix décroche. Quand le contexte est bon, mais que le prix baisse, ce n'est généralement pas de la peur. C'est une réorganisation du terrain. Imagine que la finance mondiale soit un immense réseau d'autoroutes. Pendant 100 ans, toutes les voitures, ton argent, ton épargne et ton crédit étaient obligés de passer par les mêmes péages. Les banques, les chambres de compensation et les produits dérivés. Bitcoin a construit une nouvelle autoroute, sans péage, ouverte 24 heures sur 24, accessible à n'importe qui. Au début, personne n'y croyait. Toujours aux États-Unis, il y a eu de bonnes nouvelles du côté de la SEC et de la CFTC. Ces agences états-uniennes ont pris toutes les deux des mesures positives pour la crypto. La SEC d'abord a prouvé vendredi que la sécurité des investisseurs américains est au cœur de ses préoccupations en publiant ce mode d'emploi de la conservation d'actifs crypto. Comme indiqué en bas, ce n'est pas une prise de position officielle, etc. Mais c'est quand même le signe que pour eux, la crypto est définitivement devenue un investissement parfaitement légitime, contrairement à leurs homologues français. Par ailleurs, et c'est le plus important, la SEC a approuvé les plans de la DTCC, un acteur majeur du système financier américain, qui voulait jetoniser énormément d'actifs qu'il possède, parmi lesquels des actions, des obligations et des bons du trésor. Avec chaque jour qui passe, les marchés traditionnels fusionnent un peu plus avec les marchés crypto. C'est en train de se diffuser, et en termes d'adoption, pour moi, c'est le plus important, parce que ça rentre dans les esprits, le fameux 3%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la plus grosse banque du Japon, maintenant, a le même discours que Fidelity, BlackRock et tout ça. Ils conseillent quand même aux investisseurs d'allouer 3%. Faut savoir que les investisseurs dans le monde entier, c'est quand même des milliers de milliards. S'ils se mettent tous à mettre 3%, ça commence à être hyper intéressant. Et donc c'est aussi, ça fait écho à ce qui va arriver aux États-Unis, c'est que dans leur plan de retraite, maintenant, ils peuvent mettre des cryptoactifs. Donc on va commencer à avoir de la data pour savoir qu'est-ce que font les Américains. Comprendre Bitcoin, c'est saisir pourquoi notre système est si fragile et pourquoi une alternative est devenue nécessaire. La monnaie a évolué pour faciliter les échanges. Avec l'ère numérique, elle a dû se transformer. Imaginez, je vous lance un ballon. Vous l'attrapez, vous l'avez, je ne l'ai plus. Les transactions monétaires fonctionnent pareil. Un billet de 20 € passe de ma poche à la vôtre. Je ne peux plus le dépenser puisque vous l'avez. Avec l'informatique, ce principe s'effondre. Si je crée une image représentant un billet de 20 € et je vous l'envoie par email, rien ne m'empêche de le garder aussi. Sur le réseau, en réalité, tout devient une copie. Il est donc impossible de transposer notre système d'échange physique au numérique. Dans un monde où la copie est la norme, une monnaie numérique doit garantir qu'une même unité ne serve pas plusieurs fois. C'est le défi de ce qu'on appelle la double dépense. La solution ? Abandonner l'échange direct pour un modèle transactionnel centralisé. Les banques jouent d'ailleurs ce rôle. Elles tiennent un registre, valident les transactions et s'assurent qu'une même somme ne peut pas être dépensée deux fois. Ce modèle repose bien évidemment sur un tiers de confiance, mais il a deux limites fondamentales. La première, cette confiance vous est imposée. On a énormément d'illustrations, de publicités, d'images qui représentent Bitcoin sur une pièce, parce que c'est une crypto-monnaie, et que du coup dans le cerveau, tout de suite, on veut une forme. C'est quelque chose qui m'a toujours amusé, parce que je me suis rendu compte également que ça a fait partie de son histoire et de son succès. Il a pris une forme dans la tête des gens. Pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens sont particulièrement stimulés et attirés, surtout quand ils débutent, par le minage de crypto-monnaies. Un ordinateur qui imprime de l'argent, une machine à billets, un truc qui travaille 24 heures sur 24 et qui génère du cash. Ça excite, ça plaît, ça attire. Et pourtant, le minage, c'est pas une affaire de débutant, en tout cas de moins en moins. Il faut des conditions électriques intéressantes pour pouvoir être rentable, beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les bonnes machines, et pour finir, c'est quelque chose de plus complexe que simplement acheter du Bitcoin. Mais il y a cet intérêt, ce côté légendaire, ce côté un petit peu atypique et excitant d'une nouvelle façon de générer de la valeur. Et c'est pour ça que pour beaucoup, le monde des crypto-monnaies est lent dans son adoption. C'est une nouvelle forme, c'est une nouvelle façon d'appréhender la valeur et de la faire circuler. Décidément. S'il n'en reste qu'un, il restera Michael Saylor en tout cas. Michael Saylor qui, après la chute d'hier, c'est un tueur.
il va racheter du Bitcoin. Il va nous sortir ça aujourd'hui, je pense, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'il se fait mettre la pression par tout le monde en ce moment. Et c'est assez fort. Après, c'est logique. Franchement, acheter du Bitcoin dans le cours, là, après, si on chute plus bas, j'espère qu'il a encore des liquidités pour acheter plus bas. Ça va être un vrai sujet. Stop là, les rois du même stock. Eux aussi, ils ont annoncé vouloir faire de la trésorerie Bitcoin. Résultat, l'action a perdu 10%. Et oui, parce que GameStop, eux, ils ont une vraie activité. Du coup, les investisseurs, ils ont compris que c'était inutile. Ça marche quand t'as pas un vrai business. Ok, je comprends que stratégie est dans la panade. Je comprends aussi que les hedge funds se sont gavés sur la volatilité. Mais concrètement, pourquoi je devrais paniquer là pour mes 0,5 de BTC là, que j'ai dans ma ledger? Petite stratégie cool. Le réseau Bitcoin, il continue de créer des blocs toutes les 10 minutes, donc pourquoi je devrais m'inquiéter? Techniquement, oui, le protocole, il s'en fiche. Mais le prix, lui, ne s'en fiche pas. Si Stratégie est contraint de vendre pour payer ses dettes, ou pire, si elle est liquidée, on parle de 500 000 bitcoins déversés d'un coup dans le marché. Je t'explique même pas le choc d'offre. Ça ferait clairement s'effondrer le bitcoin. Mais ça remettrait pas en cause la technologie. C'est juste qu'on aurait affaire à une liquidation forcée d'un acteur surendetté. Mais la communauté, là, les holders, nous, on est solide. C'est la seule lueur d'espoir. Pardon? Heureusement qu'il y a ce noyau dur. Mais il y a un gap entre le prix plancher que ce noyau dur est prêt à payer et le prix actuel. Ce gap, c'est tous les leviers, la dette, les stratégies des hedge funds. Donc le risque, c'est que toute la structure artificielle construite autour de la vraie valeur du Bitcoin s'effondre. Exactement. Le marché a épuisé tous ses récits. L'approbation des ETF, c'est fait. L'acceptation par les politiques, c'est fait. Plusieurs grandes sociétés comme Voyager Digital et Celsius Network ont fait faillite. Le hedge fund Three Arrows Capital a été mis en liquidation judiciaire après avoir perdu plus de 3 milliards de dollars, etc., etc. Il n'était donc pas surprenant que l'architecte de tout ce système, un Sud-Coréen du nom de Do Kwon, soit pourchassé autant par les autorités judiciaires de son pays natal que par celles des États-Unis. Tout comme Sam Bankman-Fried, il était destiné à finir en prison. La seule question qui restait, c'était pour combien de temps? Et cette semaine, le juge américain a tranché. Do Kwon devra passer au moins 15 ans en prison. Cette sanction, qui est supérieure aux 12 ans recommandés par le procureur, a été motivée non seulement par l'ampleur du désastre, mais aussi par une tentative de fuite vers le Monténégro avec un faux passeport, ainsi que par les nombreuses manipulations découvertes après la catastrophe. En effet, il s'est avéré que le système Terra Luna n'était pas vraiment stable depuis le début, et que Do Kwon avait passé des accords secrets à plusieurs reprises pour renflouer les caisses et maintenir l'illusion que tout allait bien. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'au moment de la catastrophe, Do Kwon a également fait tout ce qu'il pouvait pour embrouiller les investisseurs indécis, comme en publiant ce tweet dont la formulation est devenue iconique. Quoi qu'il en soit, cette condamnation américaine n'est en fait que le début de ses problèmes. Il devra également passer devant les tribunaux sud-coréens, et là-bas, c'est jusqu'à 40 ans de prison qu'il risque. Tether n'est plus seulement un émetteur de stablecoin. Selon Galaxy, l'entreprise devient un véritable empire financier adossé au Bitcoin avec des positions majeures en Bitcoin, en or, dans les actifs stratégiques, le modèle bancaire du futur. C'est vrai qu'on le voit, il y a de plus en plus de grandes sociétés qui ont ce même modèle et on le voit, ça fonctionne plutôt bien. Donc on espère vraiment que petit à petit, c'est un modèle qui va vraiment se démocratiser. Dans la finance traditionnelle, tout semble figé. L'argent traverse le monde, mais comme s'il devait franchir des montagnes. Il met du temps, il coûte cher, se perd parfois. Et pourtant, l'argent n'est qu'une information. Ça devrait vraiment circuler comme une onde. Et c'est là qu'un mot apparaît. Ripple. Ripple en anglais, ça veut dire ondulation. L'image est simple, tu jettes une pierre dans l'eau, et l'onde se propage fluide et naturellement. Et si l'argent pouvait circuler de cette même façon? Si la valeur pouvait circuler sans friction comme une simple onde? C'est toute l'idée qui est derrière la crypto XRP et la société Ripple. Pour tout le monde, XRP, c'est juste une crypto. Mais l'histoire commence bien avant la notion même de blockchain. En 2004, un développeur canadien, Ryan Fugger, imagine un système appelé Ripple Pay. Les auteurs de cet amendement ont décidé unilatéralement que, parce que l'administration ne peut pas voir le contenu des portefeuilles des utilisateurs, ils sont un instrument privilégié de fraude fiscale. Voilà. Aucun argument, aucun chiffre, aucune étude d'impact, aucune réflexion. Juste une accusation sans fondement qui est immédiatement suivie d'une mesure ignoble et stupide. D'après eux, le simple fait que l'administration ne puisse pas voir tout ce qui vous appartient et ce que vous faites en permanence, ça fait de vous un fraudeur. Personne n'aurait l'idée d'appliquer cette idée à l'argent liquide caché dans vos poches et non déclaré à l'administration, aux meubles cachés dans votre salon et non déclarés à l'administration, aux pièces et lingots d'or et d'argent cachés dans votre coffre-fort et non déclarés à l'administration, ou encore à l'oxygène caché dans vos poumons et non déclaré à l'administration. Mais pour la crypto, c'est parfaitement justifié aux yeux de cette EHPAD peuplée de totalitaristes qu'on appelle le Parlement.
La seule chose qui compte, c'est de pouvoir absolument tout surveiller sans se soucier de la nécessité d'une telle pratique, des montants impliqués, de la destruction des libertés des citoyens, de l'applicabilité de cette mesure ou encore de la corruption et de la criminalité qui vont mettre les citoyens en danger. Eh oui, parce qu'entre les réseaux criminels qui pratiquent les kidnappings crypto et les fonctionnaires corrompus qui vendent des informations à la mafia, le résultat prévisible de la création d'une liste de portefeuilles crypto associée aux données personnelles des contribuables, c'est la multiplication par 1000 du nombre de kidnappings et de meurtres dont les victimes seront tous les détenteurs de crypto recensés disposant d'un portefeuille. Clairement, les investisseurs marquent une pause. Peut-être le temps de digérer la semaine dernière la baisse des taux de la Fed, le discours de Powell, mais peut-être surtout même, les investisseurs semblent faire preuve de prudence, de très grande prudence vis-à-vis de la semaine qui nous attend. J'en reviens au Japon. À chacune des dernières hausses des taux de la Banque centrale, Bitcoin a chuté en mars 2024 de 24%, en juillet 2024 de 26% et en janvier 2025 de 31%. Alors on va expliquer rapidement ce phénomène par rapport au Japon parce qu'on a encore d'autres choses à voir à propos de cette semaine à venir. Pour faire simple, depuis des années, les fonds d'investissement empruntent du yen à des taux ultra bas, voire même des taux négatifs, pour financer des positions sur des actions technologiques américaines la plupart du temps et des bons du trésor américain. Historiquement, les hausses des taux de la Banque du Japon ont renforcé le yen, ce qui rend alors les emprunts plus coûteux, donc nettement plus risqués. Et donc, c'est ce qui contraint les opérateurs à liquider leur position de portage en yens, réduisant ainsi la liquidité sur les marchés mondiaux et exerçant une certaine pression vendeuse. Et on sait que Bitcoin, de l'autre côté, l'ensemble du marché crypto est hypersensible aux variations de liquidité. Seulement voilà, selon certains analystes, cette probable hausse des taux japonais pourrait déjà être intégrée au prix du Bitcoin. Calendrier éco. On a au niveau du calendrier éco demain des news importantes, taux de chômage NFP, c'est des datas qui sont extrêmement observées par la Fed pour jauger les taux d'intérêt. Et jeudi, on a la data la plus importante du côté des États-Unis, Core CPI, ça c'est l'inflation, donc ça peut vraiment jauger les taux d'intérêt. Et surtout, on a la banque centrale japonaise qui va augmenter ses taux d'intérêt. Alors c'est déjà pricé à mon avis parce que on est à plus de 97% de probabilité de les baisser. Donc à mon avis, le marché a déjà pricé cette hausse des taux, mais à mon avis, ça va être une semaine encore assez volatile. Heatmap de la distribution sur BTC. Globalement, on remarque deux choses. Déjà qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont sous l'eau, au-dessus des 105 000 $. Ici, tout ce rouge foncé que vous voyez, c'est globalement toutes les pertes non réalisées qui sont présentes sur le marché. Donc ici, encore une fois, rappelez-vous, on a environ 70% des investisseurs court terme qui sont là-dedans, et seulement 15% des investisseurs long terme qui sont là-dedans. Donc globalement, pourquoi je vous dis qu'on est aussi sur... Voilà, on tient un peu le tout sur un fil. C'est que cette zone ici, des 80 000 $ environ, si ça nous sert de support, on a quand même juste en dessous un peu un vide intersidéral. Un vide qui, globalement, sur le marché des crypto-monnaies, en tout cas sur Bitcoin, est très souvent comblé, ou en tout cas ne demande qu'à être comblé. C'est-à-dire qu'ici, on est monté tellement vite sur ces niveaux-là, lorsqu'on était sorti justement de cette longue phase de consolidation que nous avons vécue en octobre 2024, on avait très bien vu qu'on était monté tellement vite que du coup, on a laissé du blanc. Et ce blanc-là, donc ces investisseurs qui globalement n'ont pas eu le temps d'investir sur ces niveaux entre les 70 et 90 et 80 000 $, bien globalement, ça nous fait une poche d'air. Une poche d'air qui nous attire un peu comme un aimant et qui demande qu'à être comblée. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en fait sur la configuration actuelle de ce marché. Je voulais quand même refaire le point un petit peu sur le prix de BTC. Vous savez qu'on a retapé le 38.2 du cycle. On est sur le pivot aussi, on est sur vraiment un très très gros niveau. C'est pour ça que j'avais tracé cette idée de trade. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai pris, c'est pas quelque chose que je prends, que je vous dis de prendre ou quoi que ce soit. Juste une idée où c'est un niveau à payer. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Je sais pas. Pour ceux qui l'ont payé, pour moi, le stop est très proche. Il est ici maintenant ou même sur un break-even selon où est-ce que vous êtes entré. Moi, on casse ça. On casse les 84 000. Pour moi, c'est vraiment fini. On vient, on retape encore un support. On va sans doute casser ce niveau-là. Moi, pour l'instant, je suis vraiment en mode... je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a 10 jours, il y a une semaine. Pour moi, il n'y a pas de bull run. Pour moi, c'est clairement un stop. Pour moi, le scénario c'est la fin du cycle, se réalise petit à petit, se met en place. Je pense qu'en weekly, c'est extrêmement parlant. Regardez ça, hein. Donc ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Allez, on va dire que la 4e semaine, c'était la grosse semaine de baisse où on a eu le mouvement de panique. On était vraiment à la mi-novembre. Pour le moment, c'est vraiment pas la folie. Hein. Je pense qu'en daily, c'est plus représentatif, hein, parce que bon, il y a quand même un peu plus de bougies. Mais regardez-moi le marché. Regardez-moi le marché. C'est très, 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 très
très très calme, il se passe pas grand chose, hein. Donc on a effectivement ces spikes au niveau des bougies où on a toujours bien un petit moment d'égarement, soit vers le haut, soit vers le bas, avec le Bitcoin qui va soit retour dans la zone basse, soit dans la zone haute. On a vraiment un range qui est en train de s'installer et c'est vrai que pour le moment, c'est très très calme sur le marché. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.